On a tous en tête l'image d'un leader au sommet de sa gloire, une figure qui a pendant des décennies incarné sa nation. Eh bien, imaginez cette figure claquer la porte du pouvoir, comme ça, du jour au lendemain. C'est exactement l'histoire de la démission de Charles de Gaulle en 1969. Une histoire qui nous en dit long sur le pouvoir, les principes et cette relation si particulière entre un chef et son peuple. On est dans la nuit du 27 avril 1969. Et la France entière, vraiment, retient son souffle. Tout part d'un référendum qui, sur le papier, était assez technique, sauf qu'il s'est transformé en un véritable jugement populaire. La question n'est plus du tout administrative, elle est devenue personnelle. De Gaulle doit-il rester ou partir? L'ambiance est électrique. Et puis, 10 minutes après minuit, le verdict tombe. Mais attention, pas de grand discours, pas de mise en scène, non. Juste un communiqué, hyper court, laconique, d'une dignité presque glaciale, envoyé depuis sa maison de Colombey. En 12 mots, c'est tout. La France et le monde sont sous le choc. Et c'est là que la question se pose, et elle est au cœur de tout. Comment un homme comme lui, qui a incarné la France pendant si longtemps, avec encore 4 ans de mandat devant lui, comment peut-il tout abandonner à cause d'un seul vote? Pour trouver la réponse, il ne faut pas regarder l'instant présent, il faut remonter un peu dans le temps. Oui, pour vraiment comprendre ce départ si soudain, il faut faire un bond d'1 an en arrière. Direction mai 68. C'est là que tout commence en fait. C'est là qu'on trouve la racine du drame, la fracture qui a tout déclenché et qui a quelque part semé les graines de la fin du règne gaulliste. Parce que mai 68, ce n'est pas une simple contestation politique. C'est un véritable raz-de-marée. Ça part des universités, ça gagne les usines, le pays est complètement à l'arrêt. Et ce qui est remis en cause, c'est bien plus qu'un gouvernement. C'est un modèle de société, c'est une vision de l'autorité. En bref, c'est tout le monde que De Gaulle avait construit qui est secoué. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Parce que De Gaulle, sur le papier, il remporte un triomphe électoral absolu en juin 68. Mais au fond de lui, il le sait, c'est une victoire en trompe-l'œil. Pour lui, ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de peur face au chaos. Il sent que quelque chose d'essentiel, ce lien presque mystique, direct qu'il avait avec les Français, s'est brisé. Alors, pour essayer de réparer cette fracture, De Gaulle va tenter un pari immense. Il va dégainer son arme favorite, celle qui lui a toujours permis de court-circuiter les partis politiques pour parler directement à la nation, le référendum. Bon, alors de quoi s'agit-il exactement? Le projet est assez technique. D'un côté, on a une forme de décentralisation, l'idée de donner plus de pouvoir aux régions, et de l'autre, une réforme en profondeur du Sénat. L'idée, c'est de le transformer en une sorte de chambre consultative, sans son pouvoir de bloquer les lois. Et c'est ce deuxième point qui va se révéler absolument explosif. Et là, voilà le coup de théâtre. De Gaulle, de façon totalement consciente et volontaire, transforme un vote technique en plébiscite. La question n'est plus « est-ce que cette réforme vous plaît ?», mais bien « est-ce que vous me faites encore confiance ?» Il met tout son poids, toute sa fonction dans la balance. C'est tout ou rien. Mais ce pari du tout ou rien, eh bien, il va se retourner contre lui. En personnalisant le vote à ce point, De Gaulle ne fait pas que mobiliser ses opposants habituels. Il va forger, sans le vouloir, une alliance complètement contre nature. Un front du non aussi large qu'inattendu. Et ce front du non est assez spectaculaire. Bien sûr, il y a toute la gauche, c'est logique. Mais le vrai danger, il vient d'ailleurs. Les centristes se mobilisent avec à leur tête le président du Sénat, Alain Poher, qui se bat, littéralement, pour la survie de son institution. Et le coup le plus dur vient de son propre camp. Des figures importantes, comme son jeune ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, qui lâche le général en plein vol. Mais le coup de grâce, le vrai, celui qui va tout faire basculer, il va venir d'une seule personne, son propre dauphin, celui que tout le monde voyait comme son successeur désigné. Et voilà le coup de génie politique qui change toute la donne. En se déclarant candidat en cas de départ de Gaulle, Georges Pompidou fait voler en éclats l'argument massu du général « c'est moi ou le chaos ». Tout à coup, il y a une alternative, une succession stable, crédible, rassurante. Voter non n'est plus un saut dans l'inconnu, ça devient le choix d'une transition en douceur. Le piège s'est refermé. Le 27 avril, au soir, les Français ont voté. Le résultat est net, sans bavure, et il nous ramène directement à cette annonce choc du début de notre analyse. Avec une participation massive, plus de 80%, le non l'emporte avec presque 5 points d'avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les électeurs ont moins rejeté une réforme technique qui laissait beaucoup de monde indifférent, qu'ils ont saisi l'occasion qu'on leur tendait de provoquer le départ du président. La suite est d'une rapidité implacable. En moins de 48 heures, une page immense de l'histoire de France se tourne. De Gaulle n'est plus président. 2 mois plus tard, son successeur, Pompidou,
est à l'Élysée. 1 an et demi après, le général s'éteint, fidèle à sa promesse de se retirer de toute vie publique. Une ère vient de s'achever. Sur le moment, c'est l'incompréhension totale qui domine. Beaucoup de gens, comme l'écrivain François Mauriac, voient ce départ comme un acte de dépit, une sorte de suicide politique, presque absurde, de la part d'un homme qui, 1 an plus tôt, avait remporté une victoire écrasante. Sauf que, si on regarde d'un peu plus près, ce n'est pas du tout un geste irrationnel. C'est même, au contraire, la conclusion parfaitement logique de toute une vie et de toute une philosophie du pouvoir. Et ça nous amène au cœur de la pensée gaulliste. Pour De Gaulle, la légitimité suprême, elle ne vient pas des partis, des jeux politiques ou du Parlement. Non. Elle vient d'un lien direct avec la nation, d'un pacte de confiance. Le référendum, pour lui, c'est l'expression ultime de ce pacte. Alors quand le peuple répond non, de son point de vue, c'est simple, le pacte est rompu. Rester au pouvoir serait un reniement. Au final, cet événement historique nous laisse avec une question fondamentale qui résonne encore aujourd'hui sur la nature même du pouvoir. Qu'est-ce qui rend un dirigeant légitime? Est-ce que c'est simplement de gagner des élections ou est-ce que ça repose sur ce pacte de confiance plus profond, presque invisible, avec le peuple? Un pacte que De Gaulle, lui, a placé au-dessus de tout, au point de lui sacrifier sa propre carrière